Bonjour à tous et à toutes, venez de lancer le 3e épisode d'Androtech, la première émission hebdomadaire dédiée à Android. Comme chaque semaine, vous pouvez réagir via le hashtag Androtech sur Twitter. Cette émission est une collaboration entre le site Frandroid et la chaîne tech.tv que vous retrouverez sur vos écrans tactiles dès l'année prochaine. Cette semaine, le programme est chargé, je laisse donc Laure vous résumer tout cela. Cette semaine au sommaire, des nouveautés chez Google avec une nouvelle version de KitKat et beaucoup de mouvements chez les opérateurs mobiles. Du mouvement, il y en a aussi chez Acer qui vient tout juste de commercialiser sa première tablette haut de gamme. Ce sera l'occasion pour nous de revenir sur le marché des smartphones de très grande taille, à la limite des tablettes. Et dans un registre nettement plus transportable, nous évoquerons une catégorie de terminaux encore très récente, les montres connectées. Entre les smartwatches Galaxy Gear et les autres Pebble, les options sont de plus en plus variées. Et pour en discuter, nous recevrons sur le plateau d'Androtech Laurent Le Pen, le CIO d'Omate qui a dévoilé il y a quelques jours sa propre montre connectée. Au menu également, une sélection d'applications réalisées par l'équipe, mais aussi le point sur le trophée Frandroid où de premiers vainqueurs commencent à se détacher. Et en attendant d'en savoir plus, bonne émission à tous. Et comme chaque semaine, je ne serai pas seul à présenter Androtech, j'ai encore et toujours avec moi toute une dream team de passionnés, à commencer par Baptiste, un des cofondateurs et surtout le mécano du Manway. Présent. Laure, vous l'avez entendu dans le sommaire, c'est notre responsable éditoriale, elle décortique l'actu pour nous. Je continue cette semaine. Pod, connu sous le pseudo de Crovax, c'est notre dompteur de trolls, mais c'est surtout une espèce d'humoriste entrepreneur. Et Edouard, derrière son écran, en régie, c'est notre fanboy qui est persuadé que le monde sera bientôt contrôlé par des petits bonhommes verts. Toujours ? Complètement, et je vous avais parlé d'iPad mini dans le premier épisode, j'ai pas tenu, je l'ai déjà vendu. Ah. Et un nouvel intervenant pour l'épisode 3, c'est Luc-Aurélien Gauthier, qu'on appelle Luco, un fidèle de Frandroid. Il est enseignant-chercheur et il prépare une thèse dans le domaine de l'intelligence artificielle. Allez donc. Salut à tous. Oui. Et c'est parti pour ce 3e épisode d'Androtech. Alors Laure, quoi de neuf dans l'actu Android cette semaine ? Eh bien, une mise à jour. En même temps, c'est pas très intéressant en soi, mais une mise à jour qui apporte un petit point 1 au 4.4 de KitKat. Cette mise à jour, elle est intéressante parce qu'elle apporte des nouveautés au niveau de la photo. On avait dit qu'au niveau du Nexus 5, c'était pas encore parfait. Et là, elle permet d'améliorer un petit peu le résultat. D'ailleurs, il y a Edouard qui a testé cette mise à jour. Alors, on voit à l'écran une photo de comparaison. Ouais, en grosso modo, mais je pense que même PO l'a pu le voir, en fait, les photos sont beaucoup plus, les couleurs des photos sont beaucoup plus réelles que ce qu'on avait jusqu'avant. Voilà. Alors ça, c'est le sapin du bureau qu'on n'a pas terminé. Hein. C'est ça. Et donc là, on voit à gauche Android 4.1 et Android 4.4 et à droite Android 4.4.1, c'est ça ? Non, c'est pile l'inverse. Non, c'est l'inverse. À gauche 4.4.1, c'est difficile. C'est impossible. Et à droite 4.4. C'est ça. Et tu remarqueras que les couleurs sont plus contrastées à gauche et qu'à droite, c'est vrai, elles sont un petit peu plus fades. Ok, ça, très bien. C'est l'un des intérêts de la mise à jour 4.4.1. Moi, j'ai vu la liste de changements sur le 4.4.1, c'est assez impressionnant, mais c'est beaucoup de petites choses. Oui, des petites choses mineures, des petites choses d'interface, des petites modifications comme ça à droite à gauche. Pas de changement majeur. Hein. À part en photo, c'est vraiment des petites choses. Donc c'est la photo. Voilà, c'est le point central. Il y a une annonce qu'on attendait, mais qu'on n'attendait pas maintenant, c'est l'annonce de Free. Surprise, oui, ils ont lancé leur 4G, enfin, voilà, ils sont en avance sur le programme, on pensait plutôt à 2014, et ils ont lancé leur offre 4G, et qui va avoir comme intérêt d'être sous les 20 €. Et c'est ça la nouveauté, on va avoir de la 4G avec le forfait 3G d'avant, c'est-à-dire à 19,99 €. Et la grosse nouveauté, c'est surtout, ce qui nous a impressionné, c'est le Fair Use. 20 Go. Et 20 Go, c'est beaucoup effectivement. On avait 3 Go de Fair Use avant avec un abonnement 3G. On passe à 20 Go sous réserve d'avoir un téléphone 4G. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression que Free, ce sont les seuls qui ont compris que on pouvait aller jusqu'à que les gens utiliseraient plus de données en 4G. On va regarder beaucoup de vidéos, des choses comme ça. Il ne faut pas seulement avoir un téléphone 4G, il faut être sur la 4G, sur une antenne 4G. C'est vraiment de la consommation en 4G. Et donc du coup, pour utiliser ce forfait 4G, il va falloir être connecté sur les antennes 4G. Et aujourd'hui, c'est un peu la question. Donc il faut un téléphone compatible. Et être sur l'antenne 4G. Okay. Et c'est un peu la question. Une antenne 4G de chez Free, pas de chez Orange. Ouais. Mais justement, je vais en poser la question à Luco. Luco, il est un peu spécialiste réseau. Il nous a beaucoup écrit de dossiers sur la 4G sur Frandroid. Qu'est-ce que tu peux dire sur le lancement de Free ? Tu avais 3 points tout à l'heure que tu nous parlais en off. Ouais, elle est un peu étonnante, en fait, on ne s'y attendait pas du tout, surtout on regarde des propos qu'ils ont tenus par rapport au lancement de la 4G des concurrents. Et justement, ils revenaient sur le fait que la couverture n'était pas assez large pour les concurrents
C'est à vrai que l'ouverture, Xavier j'entends. Niel s'était un peu moqué des 3 opérateurs historiques. Ouais, c'est ça. Et bah, c'est d'ailleurs son discours, hein, c'est tout le temps du dénigrement, donc c'est pas forcément un discours qui est très intéressant sur le long terme. Mais pour revenir sur la couverture de Free, on peut s'attendre à du 10-15% pour le départ, et ça montera peut-être à 25% d'ici la fin de l'année prochaine. Donc Et j'ai vu qu'ils jouaient pas sur les mots. gigantesque, mais bon, c'est un nouvel entrant. Sur l'Observatoire des télécoms annonce 700 antennes Free, compatibles 4G. Eux, ils parlent de 2000 communes, je crois. Alors que on sait très bien que ça fait un peu léger, une antenne pour 2 communes. Enfin, voilà les calculs un Ouais, peu rapides. C'est ça, ouais. Donc Alors- ils jouent sur les mots complètement. Ouais. Alors en fait, les autres opérateurs parlent de ville et Free parle de communes. C'est un peu étrange quand même. D'ailleurs, Orange n'a pas hésité à dire que Free prenait les gens pour des andouilles. Hein. Donc, bon, ils n'ont pas trop apprécié la démarche de Free Mobile. Mais ceci dit, on parle de 700 antennes enregistrées au niveau de l'ARCEP. Côté SFR, on parle de 1000. Donc est-ce que vraiment la différence, elle est si grande? Bah, c'est au niveau des zones dans lesquelles elles sont placées que c'est intéressant. On a une J'ai couverture vu aujourd'hui, qui va c'est être, aléatoire. voilà, on a des zones de couverture qui notamment évitent peut-être les grandes villes. Et quand on a Paris qui n'est pas couvert, effectivement, on perd quand même un gros pourcentage de la population couverte. Et c'est ça qui change la donne. Et Et il y a un autre point aussi. Ouais. Pardon, il y a aussi un autre point, c'est que SFR, il couvre avec des fréquences en 800 MHz, et c'est des fréquences qui couvrent beaucoup mieux le territoire, et donc avec le même nombre d'antennes en 800, on peut couvrir une plus grande superficie. Donc déjà, ça va jouer. Alors que Free, ne c'est possède bande que de des fréquences fréquences. 2,6. Ouais, ok, 2,6 GHz. C'est Ça ça, joue. ouais. Là, on voit la carte à l'écran et on voit qu'aujourd'hui, Free Mobile, c'est vraiment de l'aléatoire. C'est soit on est dans la zone, soit on n'y est pas. Oui, et on voit que c'est un peu en pointillé quand même. Hein. Et aujourd'hui, c'est Bouygues Telecom qui garde son avance Par- grâce aux 1800 MHz. Par 63%. contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est que le réseau de Free est quand même très moderne. Il n'a que 2 ans maintenant. Enfin, ils ont commencé l'installation avant ça, mais il est très moderne. Et donc, on peut se douter qu'il a été conçu dès le départ pour la 4G. Et donc, le passage vers la 4G ne va être probablement qu'une activation de ces fonctionnalités sur des antennes déjà existantes. Ouais, c'est vrai que ça fait. Ça simplifie le processus. Et on remarquera d'ailleurs qu'il y a aussi un appui de la part de Bouygues Telecom qui l'a confirmé pour aider Free Mobile à implanter ses Il va y antennes, pour avoir un accélérer le partenariat. processus. Tout à fait, au niveau logistique, mais c'est quand même C'est une pas aide. le premier. Non, c'est pas le premier. Ça va se multiplier, je Et, pense. et pendant ce temps-là, on va avoir Bouygues Telecom qui riposte, donc ça montre un petit peu que ça fait évoluer le marché rapidement, Donc, Bouygues, en lançant aujourd'hui- ses offres 4G sur tous ses abonnements. Et ça, Ça, ça accélère vraiment le développement de la 4G sur les autres opérateurs. Effectivement. Je termine sur 2 choses. À chaque fois, enfin sur une chose concernant Free et la 4G. On critique le débit toujours, on parle de bridage. Aujourd'hui, on a eu les premiers tests utilisateurs, ça revient à de la 4G la même que chez Bouygues, c'est-à-dire c'est loin des débits théoriques. Effectivement, oui, c'est un petit peu moins rapide. Et justement, Edouard, on est tombé sur une pub assez humoristique qui reprend. Ouais, qui justement montre YouTube, et c'est relativement connu que YouTube, c'est assez difficile pour les freenotes, et là justement ça s'en moque Et voilà. relativement bien. Donc ça, c'est pas votre vidéo qui lag, c'est la pub qui fait style que YouTube a du mal à charger malgré de la 4G. Bon, c'est un petit peu méchant quand même. Hein. Alors, C'est un peu vrai. pour faire suite à la 4G, j'ai aucune transition, mais on va passer au Yotaphone. Alors ça n'a rien à voir, là on part directement en Russie. On n'a pas l'habitude des smartphones russes, mais ici avec le Yota, on va avoir un téléphone qui a pour intérêt principal d'avoir 2 écrans. Ok. Et ces 2 écrans... On l'avait vu au Mobile World Congress. Tout à fait, on l'a vu en début d'année, on l'a vu un peu toute l'année d'ailleurs, et maintenant l'info du jour, c'est qu'il va être lancé à l'international dans ce mois de décembre, dont la Ok. France. On le voit à l'écran là. Voilà, donc on va avoir un téléphone intéressant Donc puisqu'il 2 a écrans. un écran Un de LCD chaque classique, voilà, de ce côté-là, et de l'autre côté, on va avoir un écran e-ink, donc c'est ce qu'on a en fait sur des Kindle, des liseuses, des choses comme ça, qui consomment beaucoup moins d'énergie. Ça tombe bien, on a une batterie de 1800 mAh, donc c'est pas non Et plus même énorme. éteint, il affiche Il le affiche. dernier. Alors, il y a des notifications, il y a contenu. toute une interface logicielle, il y a plein de petits trucs qui ont été ajoutés pour mettre à profit cet écran, qui sert donc de lisseuse, hein, évidemment, à l'arrière du téléphone. Donc c'est quand même assez intéressant au niveau de la gestion de l'autonomie du téléphone. Alors je sais pas si c'est juste de la rumeur, mais a priori Apple s'intéresse pas mal à Yotaphone. Bon, on va voir ce que ça donne, hein, mais ça pourrait produire de très beaux produits. Voilà, c'était tout pour l'actualité. Pas de séquence start-up cette semaine, on a un gros débat, mais on passe directement au test de la semaine. Tablette ou smartphone, beaucoup d'entre vous n'ont pas eu besoin de choisir, ils ont choisi la phablette. Et cette semaine, on a un produit qu'on attendait depuis très longtemps, c'est le Acer Liquid S2 qui est la première phablette
du taïwanais. Alors, c'est pas tout à fait la première. Ils ont fait un Acer Liquid S1 qui était un peu plus petit, mais surtout qui était beaucoup moins haut de gamme. Et ce Liquid S1, il n'avait pas cet écran Full HD, il n'avait pas ce processeur Snapdragon 800, il n'avait pas non plus cette capacité qui est assez exceptionnelle de filmer en 4K. Et c'est ça qui est l'argument principal du Liquid S2. Alors là, on doit le voir un petit peu mieux à l'écran. Voilà, c'est le. Alors pour résumer ses caractéristiques, il a un écran. Alors un écran Full HD de 6 pouces. Ah, donc c'est vraiment de la phablette. C'est vraiment de la phablette. Et puis elle fait bien son poids, hein. Elle fait quand même 229 grammes, on la sent bien dans la poche. Avec, on va avoir avec tout un design en plastique. Design plastique, il est très bien fini. Il va avoir un design monobloc, donc on va avoir les petits ports qui sont sur le côté. À noter qu'on met une carte nano SIM dedans, comme sur les iPhones. Donc là, on a un slot qu'on utilise avec, voilà, on utilise une épingle pour faire sortir le slot, voilà, et on a le port micro SD à côté, donc on peut étendre la mémoire. Rare. Tout à fait. Il y a 16 Go à l'intérieur de base, donc on va pouvoir étendre la mémoire. Non, tu vas pas y arriver avec les ongles. J'y arrive jamais, moi, j'ai pas d'ongles. On va avoir donc le Snapdragon 800 à l'intérieur avec 2 Go de RAM. Également ce capteur photo à l'arrière entouré, si on regarde bien, de petites LED. 4 LED. Voilà, de petites LED, 4 LED autour. Moi j'avais vu un proto à l'IFA et ils avaient fait tout un flash circulaire. Ouais, puis finalement ils ont enlevé un petit peu de. Ouais, parce qu'il paraît que ça flashait trop. Justement, si on se rappelle de HTC, ils utilisaient beaucoup de flash, par exemple sur le Desire HD, et ils sont revenus en arrière parce que justement les photos étaient moins bonnes. Edouard, justement, rapidement, après on passe à la suite. 4 flashs, t'as testé? Ouais. Ça sert à quelque chose? Bah non, les photos elles sont pourries, et même là qui l'a testé, on a flash ou pas flash, 4K ou pas de 4K, c'est pas les caractéristiques sur le papier. Non, alors sur le papier c'est super prometteur. Dans les faits, effectivement, j'ai pas mal souffert pour faire des photos, ne serait-ce que nettes, simplement quand il manque un peu de luminosité, c'était pas évident. Ok, sur le reste, le S800, il tient toujours ses promesses? Alors à l'usage, oui, franchement, oui, ça va très bien. Par contre, on regarde les benchmarks, effectivement, il est en dessous des autres. Et quand je dis les autres, c'est les autres phablettes qui tournent sous S800 et il y en a quelques-unes sur le marché. Ah, Edouard, tu me disais justement qu'il était même en dessous d'un S600, c'est ça? Ouais, parce que comme vous pouvez le voir, sur les benchmarks, il est en dessous du HTC One, et le HTC One, il a un. Là, on voit les benchmarks. Alors, tu as fait à peu près tous les benchmarks classiques. Quadrant, temps de tutu, les trucs comme ça. Et voilà, on voit clairement que le téléphone, il est en deçà. Et vraiment, en termes d'expérience utilisateur, on sent qu'il y a quand même un tout petit truc quand on utilise le téléphone. C'est pas non plus catastrophique. Non, c'est pas catastrophique. C'est un micro-lag, c'est ça? C'est un micro-lag, mais le Nexus 5 qui a le même processeur, il s'en sort beaucoup mieux. Mais ça, c'est vraiment un problème d'optimisation, et comme on dit toujours, c'est là où on attend les constructeurs, c'est le travail. Après, il faut quand même souligner que Acer fait sa première incursion dans un domaine comme ça haut de gamme. Il va se frotter à des concurrents assez impressionnants, du type Note 3, Z Ultra chez Sony. On va avoir comme ça des justement, qu'est-ce qui te différencie de... Voilà, on les a tous sur le plateau là. Oui, alors on a la famille... justement, on va me les montrer un par un et je vais les comparer un par un. On va commencer par le Z Ultra. Tu veux la raquette de ping-pong? Alors Z Ultra. Tiens. Faites un match. Quelle taille d'écran sur le Z Ultra? On a 6,4 pouces pour le Z Ultra. Effectivement, il est super grand. Il est très fin. On s'éloigne vraiment du téléphone pour avoir de la tablette. On voit là, on peut rentrer le S2 dans le Z Ultra. Mais demande à Edouard, c'est lui qui l'avait testé. Ouais, je me souviens surtout avoir voulu essayer. Regarde, je vais tester avec le Z Ultra à l'oreille. Voilà. Alors, si on veut téléphoner avec, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on achète, je sais plus, ça doit être une centaine d'euros, ce petit combiné Bluetooth qui va avec. C'est l'équivalent d'une oreillette, mais on peut téléphoner avec à l'oreille. On peut regarder ses SMS, etc. Ça, c'est pas mal et ça marche sur tous les téléphones Android. Ça marche sur tous les téléphones, mais c'est quand même avoué d'une certaine manière que la phablette, elle n'est pas très utilisable en tant que téléphone. Bon, par contre, le S2, lui, il est quand même plus pratique à prendre en main que le Z Ultra. On a qui d'autre en face? Alors, on va avoir ici le Galaxy Note 3 de Samsung. Alors ça, c'est la référence des phablettes. C'est la référence, pourquoi? Parce qu'elle a... Tiens, je te le donne. Elle a un stylet. Elle a le stylet qui est logé dans le corps du téléphone. Et tout le logiciel Samsung pour utiliser au mieux ce stylet surtout. Voilà, il y a plein de petites choses, surtout dans la version 3 qui ont été ajoutées. En appuyant sur le bouton et en tenant le stylet quelques millimètres au-dessus, on peut faire apparaître des petites choses. Ça marche bien. Alors on l'utilise pas, mais effectivement, il a l'avantage d'être très léger. Il pèse moins de 100 grammes, beaucoup moins de 200 grammes. Et il est plus petit que et d'avoir ce stylet. Et il est plus petit. Bon, pour un écran qui est plus petit, il fait 5,7 pouces contre 6 pouces pour le Liquid S2. Voilà. Et on a qui d'autre ensuite? Il y a du monde dans la catégorie phablette.
Là, on va peut-être aller plus vite dessus. C'est le Note 2 de. Ok. Tiens, je te le passe Le Note aussi. 2, c'était voilà, la version qui est précédente. intéressant en termes de prix et qui a les Eh ben oui, fonctionnalités forcément, phablettes le aussi. prix a baissé depuis, ça c'est plutôt intéressant. Donc il y a le stylet, toutes les fonctions logicielles. Il a très bien marché. hein. Il a bien C'était marché, surtout un gros bout de plastique, comme on en a l'habitude chez Samsung. Oui, alors, on va- Qu'est-ce débattre sur qu'il la est coque, méchant. c'est la vérité. C'est pas juste un gros Attends. bout de plastique Non, parce c'est- que l'écran est en verre et on l'a remarqué puisque j'en ai brisé 2. C'est vrai. Mais tu brises beaucoup de téléphones. Ils ont fait un effort Surtout parce que avec un écran ils ont en verre. mis une couche en simili-cuir plastique. Bon, ça améliore quand même la prise en main. hein, Et effectivement. enfin, on a. Eh ben, on va finir sur celui de HTC, le premier. Tiens, je te le passe aussi. Alors, celui-là, Ah, c'est il fait à peu près la même taille. c'est hein. le One Max. Il fait, Ouais, il fait exactement la même 119 taille, hein. pouces. Similaire. Il fait combien? Il fait 217 grammes, donc il Il fait est pas 12 grammes de moins. Donc on est quand même dans les, Ah non. dans les costauds hein, chez les phablettes. Qu'est-ce qu'elle a comme différence? Elle a son lecteur d'empreintes digitales à l'arrière. Petite batterie. Voilà. Si, tu ça allume. regardes, donc Mais je crois le qu'il a lecteur plus vraiment de d'empreintes à batterie. l'arrière. Donc effectivement, il a le lecteur d'empreinte ici. Ça, c'est assez intéressant. C'est le premier à l'avoir sur un téléphone de cette taille. On va également avoir un port infrarouge au-dessus. On va avoir cette coque en métal qui s'ouvre à l'arrière qui permet d'accéder. Voilà, il est en train de Ça y s'allumer. est, il a démarré. Il s'allume, qui permet d'accéder donc au port pour carte mémoire, Mais pas à la batterie. mais pas à la batterie. Je sais bien que ça te frustre beaucoup, on peut pas l'enlever. on peut, mais enfin bon, on va peut-être pas tenter Justement, comme ça, sur hein. la Faut la serre, j'ai décoller. vu qu'on pouvait enlever la coque. Est-ce que je peux m'amuser à Non. Moi Non, j'ai des ongles. si Vas-y. tu veux. Enfin, je crois. Et on peut enlever la coque, mais on peut pas enlever la batterie. Bah, on n'est pas fait, c'est pas fait pour. Hein. C'est pas fait pour. Maintenant, dans la plupart des téléphones, on empêche l'utilisateur d'ôter la batterie, mais on laisse quand même l'accès. C'est le cas aussi pour le Moto G qu'on vient d'avoir, qui permet d'accéder à la batterie, mais pas de l'enlever. Je vais demander à Luc Aurélien ce qu'il pense de. Je sais que tu n'as pas pris en main le S2, je pense pas. Il arrive Non. tout juste. Mais qu'est-ce que tu penses de la phablette en 2 phrases? Du format phablette? C'est trop grand, clairement c'est trop grand. Ouais. Moi je téléphone beaucoup avec mon téléphone et déjà 5 pouces, c'est une limite à pas dépasser. Donc toi, tu n'es pas un utilisateur de C'est un phablette, choix, hein, c'est personnel. effectivement. Non. Bon, on l'a pas encore réussi à enlever la coque, mais on l'a regardé. Résiste. Ah. Elle se laisse pas faire. Non mais sur la phablette, il y a quand même une cible clientèle qui est particulière, c'est-à-dire c'est les gens qui laissent leur téléphone dans leur sac et qui en ont pas besoin justement, à part pour de la data plus En plus, particulièrement. ça permet à Samsung de vendre des montres. Oui, puisqu'on va rappeler quand même que la Galaxy Gear, elle était vendue avec le Note 3 et ne fonctionnait qu'avec le Note 3 pendant quelques Et semaines. j'ai vu que là, ils offraient maintenant des gains au possesseur du Note 3 en plus. Ouais, pour Non, qu'ils non, les c'est un testent. prêt. C'est un prêt. Oui, c'est un prêt. Oui, c'est un pour prêt qu'ils- de 2 pour mois. que les gens les mais testent et s'ils apprécient, ils peuvent la garder et donc la payer. C'est un prêt longue durée. Bon, alors pour résumer sur le S2, moi j'ai vu ses fonctionnalités. La première chose, c'est que on n'a pas parlé, c'est la 4K. Il filme en 4K. Il filme en 4K. Donc ça, Alors c'est- l'appareil photo, selon Edouard, est très moyen, mais il filme en 4K. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça permet d'avoir de la très 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 haute définition qu'on ne peut pas utiliser pour le moment sur nos téléviseurs puisque très très peu de gens sont équipés. Mais ceci, pendant que PE est en train d'essayer de le Théo, il démonter, est vraiment il veut vraiment donc démonter c'est- le Un tournevis. cette 4K elle est intéressante peut-être plutôt pour l'avenir quand on pourra regarder ces vidéos sur grand écran puisque finalement elles ne seront pas périmées tout de suite. Donc ça c'est intéressant, le Note 3 le fait aussi. Non, mais là, on parle de 4-5 ans. Bah oui, mais les vidéos on va les garder normalement. Effectivement. Donc ça peut être intéressant. Ceci dit, j'ai quand même remarqué des difficultés de mise au point et là par contre, Sachant 4K qu'il y a ou pas, quand même une limite de 5 minutes sur les vidéos en Ouais. 4K. Ah oui, parce que c'est encombrant et qu'il faut bien les stocker. Alors la 4K, je sais pas si on avait une image qui illustre bien la 4K, mais la 4K, c'est 4 fois la Full HD. Voilà. Donc ça permet d'avoir vraiment une très très haute définition, ce qui ne change strictement rien quand on regarde sa vidéo sur un écran d'ordinateur, mais qui est intéressant quand on va voir un écran de 80 pouces dans son salon. Donc la 4K, Pas tout de on suite. peut dire useless. Useless maintenant. Mais pour plus tard, ça peut être intéressant. Ok, en conclusion, alors, quels sont Alors. ses points forts et quels sont ses points faibles? Ses points forts. Il est intéressant au niveau de son écran. Il a un bel écran, il a une bonne finition, il est puissant même s'il n'est pas le plus puissant du marché. Il s'ouvre un petit peu selon PO. Voilà, Et je surtout- peux l'ouvrir. Content, moi, J'ai j'arrive vu qu'il pas à il l'ouvrir. avait aussi 2 mm là. Mais hop, Ah ça bah, y est, voilà. je l'ai remis. Également au niveau du son, il a du son Dolby qui est plutôt intéressant. Ouais, là, et ce qu'ils appellent Dolby Digital Plus. J'ai vu qu'il Son avait 2 amélioré. haut-parleurs Voilà, qui permettent d'avoir du son stéréo sur le en côté, haut-parleur. Ouais. Ouais, tout à fait. Et puis son prix quand même, parce qu'il coûte 150 € de moins que ses concurrents, il va coûter Donc 550 €. 500 €.
550 quand on a les autres autour des 700 €. Donc effectivement, c'est un Donc les gros autres sont avantage. autour de 700 €, mais celui-ci est à 500, mais celui-ci est disponible qu'en open market, c'est-à-dire Voilà. que chez les distributeurs. Chez les revendeurs en ligne les revendeurs en notamment. mais pas Voilà, chez les on l'achète opérateurs. sans abonnement, il est 4G, donc effectivement on peut l'acheter avec un abonnement free par exemple, si on veut reprendre l'actualité du moment. Mais bon voilà, on ne l'aura pas chez les opérateurs. Et les points faibles rapidement aussi? Et ben, des performances photo un peu décevantes par rapport à ce qu'on attendait. Après, il y aura certainement des mises à jour. Un poids assez imposant. On va avoir... Même pour une phablette. Même pour une phablette. Voilà. Puis des performances qui ne sont pas tout à fait à la hauteur de ses concurrents. C'est vrai que pour du S800, on s'attendait un peu mieux. Un peu mieux, ouais. On espère que des mises à jour arriveront à corriger ça. Donc en conclusion, cet Acer Liquid S2 arrive un peu tard. Un petit peu tard, Après puisque les les autres sont arrivés à l'IFA et que finalement, lui, il a été présenté à l'IFA, mais il vient tout juste d'arriver en Mais il est quand décembre même au sur goût le du marché. jour, c'est-à-dire du S800, du Full HD. Voilà, donc il a quand même un bon potentiel et voilà, si on lui laisse un petit peu de chance, peut-être Ok. qu'il va s'améliorer. Donc avis mitigé. On note l'absence de stylet par exemple, ou encore la question sur l'intérêt de la 4K. Néanmoins, ces caractéristiques en font un smartphone Android qu'on peut conseiller. Bah, pour quelqu'un qui veut une phablette mais qui n'a pas le budget pour mettre 700 € dans son téléphone, effectivement, c'est un choix qui quand même mérite d'être Vous examiné. retrouverez le test de l'or, le test complet sur Frandroid très bientôt. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux montres connectées. Justement, Baptiste, tu as un invité, c'est ça? Eh bah oui, cette semaine, notre invité, c'est Laurent Le Pen, CEO d'HomeMate. Alors HomeMate, c'est l'entreprise qui commercialise la TrueSmart. Elle est Et là. la TrueSmart, c'est ce projet Kickstarter qui nous avait assez impressionné puisqu'il avait enregistré 1 million de dollars de précommande. Avec Avec 400 backers, je crois que ça fait 4000. 4000 Ah, 4000 backers, désolé. Alors, Et ça, c'est les personnes qui vont justement mettre de Voilà, l'argent dans de le projet. précommande. Donc, Précommandé. notre but quand on a lancé la campagne Kickstarter, le but c'était d'avoir 100 000 dollars sous 30 jours. Et on les a atteints en 13 heures. Donc ensuite, on a atteint notre million de dollars. Après nos Million de 30 dollars. jours, on a atteint notre Je million crois de que ça fait dollars. partie des records de Kickstarter. c'est ça. On est le 5e projet plus financé. On est le 5e sur la catégorie alors, design. des montres sur Kickstarter, et on en a eu pas mal. Cette montre, la HomeMate TrueSmart, qu'est-ce qui la différencie des autres? Alors, on a créé le concept Smartwatch 2.0, vraiment dès le départ pour la différencier de ce qu'on appelle les Smartwatch 1.0 chez HomeMate. Nous, une Smartwatch 1.0, c'est plus une montre Bluetooth, un accessoire Bluetooth. Et là, vous parlez de toutes les montres du marché. Voilà, quasiment. Voilà, les smartwatches. Nous, voilà, le Bluetooth, donc, elle est esclave et elle doit. C'est celle qui agit elle doit fonctionner, ce qu'on appelle voilà. les montres compagnons. Quoi. Voilà, montre compagnon. Alors que nous, on a, ça c'est une fonction Android qui tourne donc sur un chip Mediatek, qui est un chipset de smartphone. Et du coup, on a implémenté On le voit là. une carte SIM ou une micro carte SIM où on peut donc On peut la présenter on peut rapidement. devenir indépendant. Sur le côté droit, on a deux boutons physiques. On a le capteur photo qui se situe entre les deux boutons. On a un écran Vidéo HD. qui a un cadran qui est, Mhm. qui est avec les bords arrondis, avec un écran qui est carré. Et il fait combien de pouces? Alors c'est 1.54 pouces et donc le constructeur c'est LG, 1.54 et on utilise une résolution c'est 240 par 240 donc un carré. C'est des carrés. Et sur le côté gauche, on a avec des petites vis accès au slot pour la carte 3G. Voilà pour la carte SIM. de carte SIM de G 3G, pas 4G mais 2G Justement, 3G. Justement, c'est la première montre qui est compatible 3G, on peut le dire. Probablement. Aujourd'hui, on est sur les premières, on fait partie des premières Smartwatch 2.0. On crée l'écosystème, on crée les standards, Ouais. et c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Et justement, Laurent, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la genèse de ce projet. J'ai entendu que vous n'étiez pas souvent en France et qu'on vous voyait souvent à Shenzhen. Alors oui, je suis parti, là ça va faire bientôt 6 ans que j'habite à Shenzhen, entre Shenzhen et Hong Kong. Et donc je suis résident chinois et français, mais résident chinois. Et alors, avant le projet HomeMate, sur quoi vous travailliez? Alors moi je viens de la téléphonie mobile depuis 2005 quand je suis parti de Philips, c'était une spin-off de Philips au Mans. Et je suis parti il y a 6 ans quand on s'est fait racheter par une société russe qui s'appelle Fly. Je suis parti en Chine m'occuper des EDM chinois.
Donc travailler pour un ODM chinois, j'ai entendu Umeox, c'est ça? Donc c'était l'entreprise qui faisait le smartphone avec le panneau solaire. Voilà, donc il y a plusieurs créations de chez Umeox. Umeox, c'est un ODM vraiment spécialisé dans les téléphones fashion, voilà, des designs vraiment différents qui sortent, on dit out of the box, mais vraiment ça a été l'idée d'Umeox. Et avec donc mon associé qui est le PDG d'Umeox, on a créé Homemate et on a créé Homemate ensemble. Et donc comment vous est venue cette idée de montre connectée? Alors, on avait d'abord, quand on a créé Homemate, c'était une société de logiciels, une société de software pour rendre Android portable pour les wearables. Et on a décidé quand on l'a montré à plusieurs constructeurs en disant est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous trouvez... Et les feedbacks étaient plutôt mauvais. Donc les retours clients n'étaient pas assez bons de notre côté. Donc on s'est dit, alors que nous on croyait vraiment dans le projet, donc on a décidé de lancer notre propre marque et notre propre produit avec nos propres specs et la lancer sur Kickstarter. Et après il y a eu la campagne Kickstarter avec le succès qu'on connaît. Et donc cette montre, quand est-ce qu'on peut la voir vraiment sur nos poignets? Alors j'ai entendu que la livraison commençait déjà pour les développeurs. Voilà. Pour les développeurs. Et alors maintenant, quand est-ce qu'on la Alors, notre priorité, c'est Kickstarter. C'est vraiment livrer nos montres qui ont été promises. Voilà, nos backers. Donc là, on est en train de distribuer en ce moment pour les développeurs un peu partout dans le monde. On a dans 50 pays. Donc on est en train de... C'est vraiment en ce moment. C'est échelonné sur tout décembre. Et à partir de janvier, donc notre véritable lancement commercial se fera au CES. Donc à partir du CES, on sera distribué dans plusieurs pays. Donc et donc on les verra notamment dans les magasins en France? Alors notamment en France, avec via la distribution via Admea. Donc Admea travaille avec d'autres, tant des sociétés en ligne que des sociétés spécialisées, donc des grandes surfaces spécialisées ou en ligne. Donc voilà, ça sera disponible en janvier. C'est intéressant ça. Et comme il y a une puce 3G, est-ce que cette montre, est-ce qu'on la retrouverait pas chez des opérateurs non plus? Alors on travaille, on a été contacté par les plus grands opérateurs mondiaux, vu qu'on est la première Smartwatch 2.0 où justement ils peuvent mettre une carte SIM. Donc là il y a eu un intérêt très fort. Ça fait partie des effets de bord de la campagne Kickstarter, c'est que voilà. on est sous le feu des projecteurs et on intéresse beaucoup de monde. Exactement. On a eu très rapidement la lumière sur nous, sachant qu'on a été financé extrêmement rapidement. En une journée, on était déjà à $200 000. Donc ça a été les premières journées en fait, d'un projet Kickstarter sont les plus importantes. Donc à partir de là, on a été contacté par tant des distributeurs partout dans le monde, mais aussi des opérateurs. Donc c'est ce qui nous intéresse, parce que nous, on vient du monde des télécoms. Donc, voilà. Et ça vous a permis justement de faire des choses avec des développeurs, comme par exemple un concours pour faire de l'interface sur les montres? On travaille très amicalement avec l'ensemble de la communauté Android mondiale. On travaille notamment avec plusieurs, donc des forums, avec des développeurs. On en a même embauché certains. Donc c'est vraiment une aventure différente d'une société normale. On va dire dans une start-up, là on a embauché des gens qui nous ont bluffés en créant des applications sans même avoir le produit. Donc, justement, depuis tout à l'heure, je manipule la montre et j'ai testé toutes les montres du marché. C'est la première qui fait tourner de leur vrai Android avec les applications qu'on peut trouver sur le Google Play. Oui. C'est-à-dire qu'on télécharge directement les applications sur la montre. Voilà, et ça fait tourner du Google+, du Vine, voilà. etc., etc. Donc moi, en fait, chacun a son... On a essayé de la mettre d'écrémer vraiment pour garder le plus propre possible l'interface. Donc c'est vraiment là où on a travaillé. Effectivement, ça ressemble à un Android pur. Mais on a, quand on va dans le System Settings, System Settings, voilà la Homemate User Interface, c'est vraiment, on a tout réduit pour rendre les choses simples pour les utilisateurs. Donc on a... Donc votre travail logiciel... Voilà, ça a été de filtrer en fait le superflu et garder l'essentiel et bien sûr alors, pour les développeurs. J'arrive pas à sortir du mode photo depuis tout à l'heure. Alors sur celle-ci, mais je vais vous donner la mienne qui est... là vous aurez en plus, là c'est le numéro 001. C'est collector. C'est le mode développeur. Voilà, donc là on a le cadran. Oui. Ici, voilà, on voit l'écran.
Je slide et on arrive sur le bouton du coup, pour venir en arrière. Là, vous avez le launcher avec les différentes icônes d'applications qui sont la même, c'est exactement le même launcher que vous avez sur votre smartphone. Et vous retrouvez les mêmes applications. Je vois qu'il y a Spotify et Deezer d'installer, Shazam. Il y a le Play Store, on va pouvoir télécharger directement les applications sur le Play Store. Et moi, je me dis, naturellement, il y a la barre de notification. Elle est là, c'est la même barre de notification que sur le smartphone. En fait, c'est un smartphone dans le cadran d'une montre, c'est ça? Voilà, encore une fois, c'est l'extension de son smartphone dans les moments où on ne peut pas l'utiliser. Donc il faut vraiment voir, là aujourd'hui on travaille avec les développeurs, mais notre communauté, clairement c'est la communauté sportive, donc un peu comme GoPro est sur les sports extrêmes. Nous on est plus sur, on ne voit pas des gens courir avec une GoPro par exemple, on voit pas... donc là c'est vraiment là où on se mène, nous c'est une communauté beaucoup plus large. Qui est des sports plus casual, donc plus de tous les jours. Mais justement, Laurent, nous allons passer au débat. Vous avez tous compris cette semaine, le débat va porter sur les montres connectées, Pebble, Smartwatch Gear, mais aussi la Sous-Smart, comme on vient de voir. Les produits ne manquent pas et j'ai une question plutôt simple à l'équipe. Je vais demander à Laurent de ne pas répondre parce que je connais déjà la réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire par oui ou non, sans argumenter, si la montre connectée possède un quelconque intérêt? Oui. Baptiste? J'ai des doutes. Oui ou non? C'est pas un oui ou non, ça. Hein. Attention, oui ou on non ne triche pas. Aujourd'hui, les montres qu'on a sur le marché. J'en trouve pas mon intérêt, donc non. Non. Je vais demander à Edouard. Non. Laure? Pas pour moi. Et Luco? Non, non plus. Bon. Justement, il y a pas mal de noms. Est-ce que PO, tu peux nous expliquer pourquoi les gens ils trouvent pas leur intérêt? Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous expliquer si la raison pour laquelle les gens n'y trouvent pas un intérêt. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les montres intelligentes aujourd'hui, c'est une sous-partie de ce qu'on appelle le prêt-à-porter connecté, qui se découpe grosso modo en deux catégories. Il y en a plus, mais on va parler des vrais produits qui existent, à savoir ceux qui se portent au poignet et ceux qui se portent au niveau des yeux. Aujourd'hui, au niveau des yeux, c'est des usages relativement limités et ce dont on va parler pendant notre session d'échange et discussion, c'est ceux qui se portent au niveau du poignet. Au niveau du poignet, il y a les bracelets sportifs connectés en Bluetooth en général. Il y a des bracelets sportifs qui commencent à avoir un écran, c'est-à-dire un affichage à même le bracelet. On a la génération ensuite au-dessus en termes de complexité avec des montres connectées et il y a enfin les montres intelligentes. Je fais la différence, pourquoi? Parce que c'est important. Les montres connectées, en général, sont un affichage déporté de l'intelligence qui réside sur un autre device. C'est un compagnon en gros. Par exemple, ouais, le compagnon du smartphone ou de la tablette. Alors que la montre intelligente, elle, va embarquer un véritable OS sur lequel on va pouvoir installer des applications. On en parlait, c'est une montre qui est autonome. Complètement. Est-ce que aujourd'hui à cette table, est-ce qu'il y a des gens... Bon, ouais, Laurent, on sait qu'effectivement, tu portes forcément ta montre. Est-ce qu'il y a des utilisateurs de bracelets, de montres connectées ou de montres intelligentes? Moi, j'ai testé le Jabon Hope, qui est un bracelet connecté, que je trouvais ça génial. Je l'ai utilisé pendant 3 semaines, je collectais beaucoup de données. C'était très intéressant d'avoir des données sur son activité, afin d'améliorer son sommeil, etc. Je crois qu'on peut demander aussi à Luco de nous en parler. Ah oui, Luco, lui, c'est un spécialiste des bracelets connectés. Un spécialiste, c'est un grand mot, mais moi, ce que j'ai testé, c'est le Pulse. Donc, je sais pas si ça se voit à c'est l'écran. Withings, l'entreprise française Withings qui développe ça. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas vraiment un bracelet, donc c'est pas forcément aussi pratique qu'un bracelet. Mais c'est vrai que l'objet en lui-même est très bien fini. Et moi, ce que j'apprécie énormément, et ça, c'est un point peut-être sur lequel il faudra revenir pour les montres connectées, c'est l'autonomie. Parce qu'on peut tenir au moins 2 semaines avec, et c'est quand même pas mal pour ce genre d'objet de pouvoir tenir longtemps. Donc, j'avoue que c'est peut-être une question que j'aurais bien posée, c'est quelle est l'autonomie sur une montre intelligente? Ça, on y viendra. Ouais, et concernant les montres, moi, j'ai ma petite préférence, c'est la Smartwatch 2, je l'ai achetée. C'est la première montre que j'achète directement, qu'on ne me prête pas. Et j'adore son design, mais ça reste une montre connectée. Et ça reste un Pour toi, accessoire. c'est pas une montre intelligente? Non, quand j'oublie de la recharger, elle me manque pas, quoi. D'accord. Luco, je reviens sur... tu fais partie des gens qu'on dit qu'ils n'avaient pas d'intérêt à utiliser des montres connectées. Pourtant, tu as un bracelet connecté. Est-ce que tu peux développer justement pourquoi tu ne trouves pas d'usage à une montre connectée ou une montre intelligente?
En fait, pour l'instant, mon problème, c'est plus le côté technique. J'ai l'impression que les montres intelligentes, techniquement, sont pas encore au point. Et notamment sur l'autonomie, encore une fois. Ça, c'est un point qui me chagrine un peu. Et même sur l'utilisation, notamment les montres intelligentes, du coup, si on peut téléphoner, envoyer des SMS ou écouter de la musique, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment intuitif. Alors que moi, finalement, mon pulse, c'est juste pour compter les pas, compter les dénivelés. Donc, je le mets dans la poche et c'est terminé, quoi. Je n'ai pas une utilisation vraiment intensive. Typiquement, c'est plutôt mono-usage. Et la première chose ouais, qu'on c'est peut ça, dire, ouais. c'est que c'est déjà étrange de téléphoner avec sa montre. Hein. Certes. Ouais. Alors justement, est-ce qu'on peut essayer de définir qu'est-ce que serait... Quelles seront les fonctionnalités qu'on attend d'une montre, D'une ouais. montre connectée. C'est bien ça. T'as un avis là-dessus, Baptiste? Non, pas vraiment. J'ai vu on avait testé un peu la Gears et La Gear de Samsung. La Gear de Samsung. C'est l'une des premières à introduire une caméra, je crois. Et exactement. j'ai des doutes sur cette fonction-là, alors que j'ai pas de doute surtout sur la fonction principale de la montre, qui est pour moi quelque chose d'intéressant quand ça apporte de la notification. Voilà, ça de te la déporte les notification. notifications au niveau de ton poignet, mais là on parle d'une montre connectée. Pour le capteur, moi j'ai du mal entre la frontière entre détectif et pervers, hein, parce que c'est très bizarre de Sur le prendre des capteur photos. photo, tu veux dire? Ouais, les capteurs photo au niveau de la montre. Va falloir s'y habituer, je pense. Je Ah pense que... C'est là pour rester? Ouais. Alors nous, on a notre vision chez Homemate que ces objets, en tout cas, beaucoup plus intégrés au niveau télécom, c'est-à-dire avec la carte SIM, vont se développer dans les prochaines années. Aujourd'hui, Mais le capteur, vous avez hésité à installer le capteur sur... Alors non, c'était vraiment Alors au début, on a travaillé, C'était on un peu la savait cerise pas sur le justement. gâteau, quoi. Alors c'était de la mettre exactement, et c'est curieux, hein, on l'avait mis exactement à la même place que sur la Gear. Ok. Et, Donc sur le bracelet. sur le bracelet. Et je suis ravi qu'on l'ait gardé pour garder aussi un look and feel, vraiment une apparence en tout cas de montre. Donc il y a plein de personnes qui ne savent pas qu'on a une caméra, en fait, un Effectivement, c'est capteur. plus évident sur la Gear. On peut faire des vidéos HD, mais maintenant, parce qu'il faut voir aussi toutes les applications qui sont possibles avec avoir une caméra à sa main dans des situations où aujourd'hui c'est impossible. C'est-à-dire, imaginez faire du surf et faire une vidéo de votre performance en surf et de la partager ensuite cette vidéo directement sur Internet ou sur un check-in Facebook ou sur un check directement sur Vine ou sur Instagram. C'est unique. Aujourd'hui, c'est impossible de le faire. On peut pas garder, je sais pas, faire Space Mountain avec son smartphone, c'est interdit aujourd'hui. Mais de faire des vidéos vraiment différentes de ce qui est possible aujourd'hui. Donc voilà. Ça, nous, avec l'équipe, on s'est amusé à lister ce qui nous paraissait les fonctions nécessaires et les fonctions gadgets. Je sais pas, je vais poser la question à notre fanboy, Edouard. Quelles sont pour toi les fonctions essentielles du monde connecté ? D'une part, ça m'empêche de prendre mon téléphone parce que justement, avoir une montre, on peut remplacer la raison pour laquelle j'utilise mon smartphone tout le temps, c'est-à-dire avoir mes notifications, avoir l'heure. Après, En gros, c'est sortir ton smartphone vraiment quand on a besoin. C'est ça. Et Laure, toi ? Parce que je vous ai jamais vu, vous deux, avec une montre connectée encore. Non, Vous les filles. Non, mais j'aurais 3 raisons de ne pas porter une montre connectée. D'abord parce que j'ai besoin d'un appareil sur lequel je peux compter, et ma montre, j'achète une pile une fois tous les 3 ans et ça me suffit largement, ça me va très bien. Et l'autonomie des montres connectées pour l'instant, d'autant plus si elles ont une carte SIM, elle risque d'être assez limitée. Et quand on a une journée, voire 3 jours dans les meilleurs des cas pour une batterie, c'est quand même un petit peu maigre. Et l'autre chose, je me rappelle, tu nous disais que tu avais du mal parce qu'elle était très grosse, c'est ça ? Bah oui, tu sais quelle taille je fais, donc tu sais que j'ai un petit poignet et que pour moi, une montre dont l'écran est plus large que la taille de mon poignet, c'est un problème. Et la Galaxy Gear, même au minimum, elle est beaucoup trop grande pour moi. Je vais avoir le même problème avec la True Smart. Et voilà, à quand la montre pour les filles ? Et ton troisième point, c'était ? Eh ben, c'est plutôt une réserve que j'ai, parce que quand je pose mon smartphone chez moi, c'est que justement j'ai envie d'être tranquille, d'être déconnectée. Et en termes d'usage, est-ce qu'on veut vraiment être connecté en permanence et avoir toujours ce type de montre qui nous rappelle ses notifications ? Ça, c'est plutôt un mode de vie qui est à définir comme ça. Moi, j'ai une question à chaque fois, je me dis,
est-ce que si on n'a pas l'habitude de porter une montre, on arrivera à porter une montre connectée? Parce que c'est finalement la déduction que j'ai eue quand j'ai porté une montre connectée, c'est que j'ai oublié de la porter parce que j'avais pas l'habitude d'en avoir et j'étais pas un amateur de montre. Les fonctions que t'apporte ta montre, t'as pas l'habitude de les chercher sur ta montre. Ouais. Mhm. Ça va venir. Encore une fois, je suis surpris parce que je voyage beaucoup en ce moment, surtout aux États-Unis, en Asie, et de voir les références par pays. Et en plus, je suis français, donc ça me. Mais pour revenir à ce que disait Laure, c'est intéressant. C'est vrai que les constructeurs aujourd'hui n'ont pas encore conçu des smartwatches au féminin. On travaille dessus, on est en train de faire une version en aluminium qui est beaucoup plus... Aujourd'hui, on est en stainless steel, donc c'est vraiment... J'ai l'impression que le design, c'est un gros point faible des montres connectées. Alors, c'est là où je suis content que ta version féminine soit en aluminium et pas rose. Alors, Moi aussi. Alors, on travaille sur des couleurs, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Aujourd'hui, on travaille en tout cas sur le poids. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un point important. La taille, on a vraiment tout fait pour garder un form factor d'une montre, c'est-à-dire de quelque chose d'acceptable. D'ailleurs, moi j'ai un problème là-dessus, c'est justement les montres connectées, j'en ai essayé aussi pas mal, et ce qui me dérangeait notamment sur la smartwatch, c'était tout simplement le coin. Étant donné qu'on n'a pas encore des écrans LCD ronds, et donc du coup on n'a pas encore des form factors de montres ronds, et ben justement la smartwatch, elle fait un coin, et effectivement elle a les bords arrondis, mais elle est très carrée. C'est problématique, c'est quelque chose qu'on cogne à chaque fois. À une montre traditionnelle, là, la montre traditionnelle est ronde, elle n'a pas de coin, elle se fond sur la... Moi je suis un amateur de montre, j'adore la tag Monaco. Ça fait 300 ans qu'on crée des montres et il y a des fabricants qui font du luxe avec les montres et on n'est pas capable de créer des montres connectées qui soient jolies. On va y revenir. Alors j'espère, après sur la forme de l'écran, après on va aller là-dessus. Alors vraiment, on est vraiment une société de design chez Homemade, donc on a passé beaucoup de temps pour comprendre. Alors quand je vous disais, au début on voulait mettre la caméra ici, on n'a pas voulu créer un monstre, on voulait pas mettre un écran. Là, elle ressemble à une montre sportive. Voilà, à une montre sportive, c'est pour... Voilà, c'est pour costaud, on va dire, c'est robuste. Mais contrairement à la smartwatch de Sony ou la Gear de Samsung, elle pourrait se porter plus facilement au travail. Alors, surtout, elle fait... Parce que le principe d'une montre, c'est de se faire un peu oublier et de pas gêner les mouvements, et ça représente aussi socialement la personne qui la porte. Alors, au niveau design et au niveau matériaux surtout, nous c'est vraiment, donc on vient encore une fois du monde de la téléphonie mobile et on a appris du monde de l'horlogerie, du monde des montres, c'est une industrie totalement différente. C'était un challenge. Faire des montres waterproof, ça fait des dizaines d'années qu'ils savent faire des montres waterproof mais pour connecter, on peut vraiment plonger très profond avec. Alors la rendre totalement waterproof hermétique pour un téléphone, déjà c'est un challenge. Plonger à 50 mètres avec une montre connectée, aujourd'hui on n'y pense même pas. Alors nous c'est pas le cas, nous c'est passé les mêmes normes. Nager c'est déjà bien. Et il faut pas que la montre fasse waterproof, quoi. Mais j'imagine que sur la V2, vous avez déjà un cahier des charges qui doit être... Alors, on dévoilera quelque chose au Mobile World Congress de Barcelone. En février, fin février. Par contre, aujourd'hui, on est en lancement et toujours en développement. Nous, c'est plus du logiciel aujourd'hui. Mais c'est vraiment de créer l'écosystème. Dans l'écosystème, toutes les applications, tant les femmes que les hommes, on a chacun des applications qui nous tiennent à cœur sur nos smartphones. Il faut juste voir toutes ces applications-là portées sur le poignet et d'une façon... Et vous pensez que c'est comme ça qu'on va démocratiser? Je suis désolé Théo, j'enchaîne naturellement, mais moi je cherche la solution. Je pense que vous la cherchez aussi. Alors, je pense que nous on l'a trouvé, mais maintenant on doit juste éduquer le panel des opinion leaders. Mais c'est ce qu'on a fait avec Kickstarter, c'est vraiment ça. Aujourd'hui c'est des early adopters. Tout ce qui fonctionne sur smartphone sous le poignet. Et alors notre but c'est vraiment ça. Au final c'est de se dire sur les 10% de notre temps où chacun d'entre nous on est déconnecté, il y a des moments où on souhaiterait l'être. Il y a des moments où on le choisit, on peut toujours l'enlever. Je veux dire, elle n'est pas greffée à mon poignet. Vous voyez, là, je l'enlève. Et donc, justement, l'application que tu utilises le plus sur tout comme le smartphone, oui.
l'application que tu utilises le plus sur ta HomeMate? Alors, c'est clairement aujourd'hui recevoir mes mails, toutes mes Donc, notifications les notifications. et aussi toutes les applications sportives. Aujourd'hui, on crée, quand vous voyez des gens courir avec leur smartphone sur le C'est- bras, avec un c'est strap ridicule. qui tombe, ou même tenir à la main, vous pouvez vous dire que toutes vos applications sportives, elles tournent Et parfaitement. vous savez, on s'est posé la sur, question avec Pod. On s'est posé la question de qu'est-ce que la montre parfaite, qu'est-ce qui est aujourd'hui essentiel, et justement, Moi, je vais y aller sur mon avis. voilà. Sur mon avis personnel, il y a eu un paquet de projets. Ça fait maintenant quelques années qu'on parle de montres connectées, même si elles arrivent sur le devant de la scène essentiellement cette année. Sony, c'est par exemple la 3e itération Voilà, c'est d'une montre connectée. Ça avait commencé avec le Live View et maintenant ça s'appelle Smartwatch. Donc sur troisième. sur ce que je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'une montre, il y a un modèle que j'aime bien parce que d'abord c'est pas vraiment un modèle commercial, c'est un modèle de démo technologique, mais qui arrive avec des convictions. C'est la TOC de Qualcomm. Qui n'est donc pas vraiment un modèle commercial, il y a juste 100 000 exemplaires. Qualcomm, c'est pas un fabricant de. Non, c'est pas un fabricant de. Exactement, c'est un fabricant de processeurs. C'est aussi une entreprise qui vit de ses rentes sur les brevets du CDMA. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui a pour objectif de fabriquer des terminaux grand public. Ils en ont fait à une époque des téléphones. Aujourd'hui c'est fini. La raison pour laquelle ils ont fait la TOC, c'est pour tout simplement montrer aux industriels et aux commerçants ce que pourrait être un produit qui intègre des technologies Qualcomm. Alors dans ces technologies, il y a l'écran Mirasol, il y a aussi c'est pas la première fois qu'ils nous le resservent. il y a aussi les technos de rechargement sans fil, Voilà. mais j'aime bien quand même les convictions que cette montre apporte. Elle arrive avec plusieurs points. Une montre, ça se branche pas. On n'a jamais branché une montre dans l'histoire. Donc ça se branche pas. Petit 1 pour recharger, Je suis d'accord. petit 2 pour écouter de la musique. Je suis d'accord. Elle est vendue Ouais, avec, bien sûr. avec des écouteurs Bluetooth. Et Tout comme la True Smart. Voilà. Non, mais j'ai. ça n'est pas une. Ah. Et j'expose, mais voilà, le fruit de ma réflexion Et ton sur deuxième cette point, catégorie c'était d'objets, eh bien c'est l'autonomie. Donc pour revenir sur ce que tu disais, Luc Aurélien, le fait d'avoir un écran Mirasol permet d'avoir une autonomie relativement correcte. On se parle de 5 jours à une semaine, on serait probablement C'est plus le sur les minimum. 5 jours. Mais effectivement, Là, ça moi ça commence à m'apparaît le devenir minimum. Ouais, c'est le minimum. Et le dernier point intéressant que la Qualcomm amène, c'est l'écran est toujours allumé. La raison pour laquelle l'écran est toujours allumé, c'est parce qu'une montre, la première de ses fonctionnalités, c'est de donner l'heure, et qu'on veut donc pouvoir la lire sans avoir allumé l'écran. Mais justement, Sony a corrigé cette fonctionnalité. Sony, contrairement à Qualcomm, eux, ils éteignent les lumières Le backlight. le backlight. Mhm. C'est-à-dire qu'on a l'écran qui est activé. Mais Qualcomm, eux, ils ont été plus loin avec leur montre. Exactement. La technologie Mirasol, c'est une technologie un petit peu dans l'esprit de l'encre électronique, dans le sens où ça consomme très très peu d'énergie lorsque l'écran ne change pas. C'est un peu un e-ink couleur. Vous avez pensé Alors, à le nous, mettre en place ils sont venus nous voir. Donc, ils sont venus nous voir à nos bureaux de Shenzhen pour travailler sur Parce que finalement, d'autres c'est une techno itérations. qui colle bien. Donc, j'ai même mis des photos en ligne sur mon Google Plus où je mets les deux l'une à côté. Je vous laisse la tester et voir si c'est différent. C'est nous dans le sens où alors nous on préfère Mais vous utiliser pensez un que TFT ou vous êtes obligé un d'appuyer AMOLED. pour afficher l'heure Non, alors nous on a créé une application qui fait que Oui, comme la Galaxy Gear. qui s'allume Ouais, mais c'est automatiquement. pas idéal. C'est sympa, c'est unique, C'est un bon compromis. c'est un bon compromis bon parce compromis, qu'on mais garde c'est- en Moi, j'appelle ça du batterie. hacking. Mais tu vois, Oui, mais regarde, c'est pas la solution la parfaite différence, encore. c'est que sur la montre que propose Laurent, on a pu trouver une solution, un compromis. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai OS, qu'on peut installer des vraies applications. Laure, tu disais que tu voulais pas une montre connectée parce que quand tu arrives chez toi, en fait, t'as pas envie d'avoir tes notifications. Et je te comprends. Moi aussi, je reçois tous les mails d'humanoïdes et je comprends qu'on n'ait pas forcément envie Ah, mais il y a quelque- d'avoir il y a sa quelque montre chose, je qui trouve, vibre à fou. 23h. C'est que tu es devant ton ordinateur, tu reçois une notification sur ton ordi, sur ton smartphone, Voilà. sur ta montre. et Ah, ça c'est vibre vrai, partout. c'est vrai. Mais quand tu as un OS, un vrai OS, tu peux développer des applications qui coupent la Qui sont synchronisation à intelligentes. partir d'une certaine heure ou quand tu es connecté sur ton ordinateur ou ce genre de choses. Donc,
quand on est dubitatif des usages d'une montre intelligente, la réponse c'est toujours applicative. C'est-à-dire, quand on a un OS, on peut adapter à tous les usages. Alors moi, contrairement aux montres connectées. C'est l'écosystème si je colle à la Homemate, ce qui est dommage qu'on ne retrouve pas un écran qui est toujours actif et l'autonomie est un peu plus réduite, je crois. Alors, on n'en a pas parlé, je crois que c'est une journée. Plus réduite, journée. ça dépend. Alors c'est toujours comme tous les téléphones que vous devez tester. Ça dépend à chaque fois de l'utilisation, enfin de l'utilisateur. Comment. Mais si je vous dis j'ai envie de garder 3 jours ou 4 jours ma Homemate allumée. On peut la mettre en mode, donc on a un mode énergie où on peut la garder pendant 2-3 jours active, mais encore une fois, faut le voir, faut vraiment sortir de la montre de tous les jours. Si vous l'utilisez tous les jours, vous pouvez, alors il faudra la charger exactement comme un smartphone. Donc vous chargez, j'imagine, tous, je veux dire tous entre nous, on charge nos téléphones tous les soirs. Mais si on oublie la journée du lendemain, voilà. L'idée c'est de se réveiller avec sa montre le matin aussi, donc de l'avoir le matin qui soit prête pour donner l'heure. Voilà. Si on l'oublie le soir. Alors encore une fois, si on l'utilise dans les moments où justement on n'a pas accès à son smartphone, c'est vraiment un produit exceptionnel. C'est vraiment un produit qui va plaire aux personnes qui l'utiliseront dans ces cas. Voilà, là ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un téléphone qui s'est mis à vibrer. Si on avait eu une montre intelligente, on aurait pu désactiver la sonnerie du téléphone d'un seul geste. Heureusement que je ne l'ai pas connecté, sinon ça aurait vibré sur la table aussi. Ouais, mais t'aurais pu. Non, moi c'est marrant parce que cette montre, comme tu disais, aujourd'hui ce qui manque c'est du contextuel. C'est-à-dire que la montre, moi je me rappelle, je l'oublie au bureau. J'étais dans ma salle de réunion, je l'oublie sur mon bureau, elle sonne. Alors que les gens dans la pièce, je suis pas là et les gens dans la pièce sont pas. Tout à fait, mais moi c'est ce qui me gêne sur les montres connectées, c'est qu'elles sont faites pour des usages qui ont été pensés par des gens qui sont ni moi, ni toi, ni le grand public, et qu'elles sont pas adaptables. Alors que les montres intelligentes qui ont un véritable OS, là, on peut partir. Voilà, on peut mettre les applications qu'on utilise. Chacun utilise une application sportive différente, et c'est pour ça qu'on a décidé, on a été contacté par tous les plus grands noms des applications sportives, et au final, on a décidé de laisser ouvert à tous nos utilisateurs. C'est-à-dire, chacun peut choisir l'utilisation sportive qu'il souhaite. Si c'est Runkeeper, Runtastic, Endomondo, Nike Plus. Donc ça dépend des... Tout à l'heure, je disais que ça fait plusieurs années que le sujet des montres connectées, des montres intelligentes apparaît. Il y a quand même un acteur qui aurait pu jouer sa bille, c'est Apple, qui pour le moment n'est toujours pas positionné. Et pourtant, avec l'iPod Nano, c'est clairement quelque chose les gens achetaient des bracelets. Bah oui, tout à fait. J'ai cru qu'il y aurait une deuxième itération et qui irait justement encore plus dans la montre. À votre avis, qu'est-ce qui les empêche de... Mais même, ils arrivent. Enfin, vous pensez qu'Apple ils vont arriver? Je peux vous dire aujourd'hui, oui, elle va sortir l'iWatch. Pour vous, c'est tout bénef. Et dans tous les cas, iWatch ou tous les grands constructeurs, donc que ça soit Apple, Samsung, et je pense ils vont que Samsung tous aller. fait du bien même. Oui, ils vont tous. Bon, déjà, on n'a pas le même. Ils vont tous aller sur la Smartwatch 1.0. Le but, c'est de vendre des téléphones. Leur but, c'est pas de concurrencer de leurs propres devices, que ça soit. Vous pensez qu'ils n'en feront jamais de montres intelligentes, les Samsung? Jamais, je veux dire, dans un court terme. Je pense qu'ils vont y venir et je pense qu'ils y travaillent tous. Et je peux vous dire, quand j'étais à l'IFA voir Gear, donc le lancement de la Gear, et que j'ai rencontré Samsung, soudainement, quand j'ai donné ma carte, et qui donc quelqu'un du board, en tout cas des responsables de Samsung, et quand il a regardé ma carte, il m'a fait « Oh oui, je vous connais, on en a backé 3 sur Kickstarter ». Donc pour voir que Samsung est un de nos backers, que Sony, on a dans nos backers, on a Steve Wozniak d'Apple qui nous a dans nos backers. Enfin, je veux dire, on est dans... Ces gens-là nous regardent, donc on est... Et vous pensez vraiment qu'Apple va sortir une montre? Oui.
Oui, Ok. je suis sûr que Apple va sortir une iWatch Et du coup, vous l'attendez, qui sera j'imagine, ouais, ce que je disais. curve, qui sera magnifique, qui sera super pour Et qui pour les démocratisera filles, Ouais, pour mais les ça va hommes. vous faire du bien, ça va mettre un coup de projecteur sur les montres connectées, Ouais, comme l'a ça, fait ça Samsung. va agrandir Je le pense. marché. Je pense, ouais. Et ça sera Et vous pensez que ça pourrait être justement les visionnaires qu'on attend, qui vont donner un sens à la montre auprès du grand public, Je pense qu'ils et vont... que tout le monde répondra oui à la question que j'ai posée avant. Voilà, ouais, je pense. Je pense en pensez tout cas que tous les gens qui ont un iPhone achèteront l'iWatch et seront contents de l'avoir. Après, notre but, nous, c'est pas d'être en concurrence avec, encore une fois, les montres connectées, c'est plus de créer l'écosystème et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, des montres J'ai intelligentes. une question à poser à tout le monde. Est-ce que après ce débat, vous voulez changer votre réponse de la première question? En tout cas, si je vous dis pas aujourd'hui, mais si je vous dis dans un an. Est-ce que dans un an, la montre connectée pourrait avoir un intérêt après avoir toutes les discussions À sur ceux les... qui ont répondu non, donc Luc Aurélien, Laure, Baptiste. Baptiste, allez, Alors, vas-y. moi, Bah oui, moi j'attends. Je crois beaucoup dans ces devices. Je pense que le futur est fait justement de petits éléments connectés qui font une fonction. Mais juste aujourd'hui, j'ai pas réussi à accrocher à l'usage. Luc Aurélien. alors, moi, je pense que techniquement, pour l'instant, on n'est pas prêt, on est allé un peu trop vite, mais dans 1 ou 2 ans, je pense que le besoin va être créé, quoi. Donc, je pense En tout que cas, j'y tu l'attends. viendrai. Oui, Tu- pardon. Tu attends de remplacer ton Pulse par une montre. Si j'arrive à me convaincre, ouais. Mais je pense que l'innovation, ça doit créer un besoin et faire mieux que ce qui existe actuellement. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ok. Et toi, Laure? Bah, si on arrive à m'apporter une réelle autonomie et un design qui transforme la montre, objet technologique un petit peu original, en un vrai bijou, parce que c'est ça aussi une montre. Ouais, on a oublié de le préciser, hein, c'est un Pourquoi bijou pas la montre. hein. Pourquoi pas Il va y avoir ce problème effectivement de customisation. Chacun va en vouloir une différente parce que c'est quelque chose d'identifiable. Et Edouard, toi, tu penses pouvoir trouver un intérêt un jour dans la montre? Bah en fait, je dois dire que je compare très souvent les montres au Google Glass et honnêtement, face à des Google Glass, il n'y a pas photo. Effectivement. Et est-ce que tu vois la montre comme une transition vers les Google Glass? Ça peut être parce que les Google Glass, c'est pas encore maintenant que justement le grand public va pouvoir en acheter. Donc ouais, ça peut faire transition, mais j'ai l'impression que c'est une transition qui est pas top. De toute façon, on pourra faire lors d'une prochaine émission un sujet d'échange sur les lunettes connectées. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que les Effectivement, les Google lunettes Glass. connectées et les montres connectées ont vraiment beaucoup de similitudes. Bon, pour conclure ce débat, on peut dire que la montre connectée semble être une évolution logique des technologies connectées. Aujourd'hui, cela alterne entre de belles inventions et des gadgets inutiles. Il est peut-être encore un peu tôt pour tirer des conclusions sur ces produits. Je voulais remercier Laurent. J'espère que dans un an, j'entendrai les hôtesses de l'air nous dire de mettre en mode avion nos montres connectées. Ça voudra dire que vous avez Voilà. réussi votre pari. Exactement, oui. Je pense même avant. Même avant Avant un an, oui. Je pense qu'il y aura déjà, comme j'ai dit, 50 pays. On est en train de vendre dans 50 pays. Donc je pense que d'ici un an, on sera plus connu. On encore. se voit dans peut-être moins d'un an pour parler du succès ou pas de votre produit. Merci. Et Laure est de retour sur le plateau, mais je vais passer la parole à notre petit nouveau Luc Aurélien. Est-ce que tu as une application à nous présenter? Alors oui, moi, mon application cette semaine, c'est Ubooks. Donc tout le monde connaît les services de streaming, Deezer ou Spotify. Et en fait, Ubooks, c'est la même chose pour les livres. Donc ça existe en 2 versions. Une version gratuite où il y a de la pub et il y a un peu moins de contenu. Une version payante qui coûte 10 € par mois et qui nous permet d'accéder aux livres hors connexion et en illimité. Ok, donc c'est le Spotify des livres. Voilà. Exactement. Bon, on va passer une petite phase publicité avec l'application de Baptiste. Oui, moi, mon application, c'est pour tous les amoureux du fast-food, avec l'application McDonald's qui est Pas bien. récemment. Ouais, fast food ou fat food. Hein. Voilà, c'est une application plutôt bien réalisée. Bon, quand allez, on même. t'a payé combien? On retrouve rien du tout. On retrouve tous ses menus, son cheeseburger favori et le Ouais, c'est vrai qu'elle est bien foutue. Elle est plutôt bien foutue. Ce qui est pratique, c'est que ça fait gagner du temps dans les restaurants où c'est compatible. Et bientôt, ils vont rajouter des fonctions à emporter, etc. Donc, c'est peut-être à expliquer, à essayer pour ceux qui vont Qui régulièrement. sont des fidèles au du McDo. McDo. Alors là, on me dit que tu as la tête en l'air.
Non, mais c'est vrai que je vois pas toujours, je vois pas toujours ce qui se passe autour de moi. Mais mon application du jour, c'est Où est Droid, et ça permet justement d'exercer un petit peu son attention, puisque c'est un genre de Où est Charlie, mais avec des petits droïdes. Voilà, il est très sympa. Il y a plein de petits objets à récupérer dedans. J'ai beaucoup de mal à m'en sortir, et voilà, ça occupe pas mal de temps. Il est gratuit, et si on veut avoir tous les univers, on va payer 99 C'est centimes. marrant parce que mon application, il faisait penser plus à une application pour retrouver son téléphone. Bon. Je perds pas mon téléphone, moi, ça c'est toi. On parlera de ces applications un autre jour. Et j'ai Edouard qui a aussi une application. Ouais, alors je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je rageais un tout petit peu sur l'appli RATP. Et bien cette semaine, c'est sur l'appli Allociné. Alors forcément, j'ai trouvé une appli qui fait à peu près la même chose. Ça s'appelle Cinémur, c'est en gros un concurrent. L'application, elle est super jolie et surtout, elle fait vraiment ce qu'on lui demande. Par exemple, ça va lister autour de vous les films qui sont diffusés dans les cinémas, mais aussi il y a une fonction sympa, c'est les films qui vont être diffusés à la télé, et vous pouvez en fait programmer un enregistrement sur votre Freebox. Donc ouais, c'est plutôt une appli sympa. Pas mal, donc Allociné n'a pas le monopole, c'est gratuit. Ouais, c'est entièrement gratuit et c'est surtout une très très belle appli autant sur Bah smartphone foncez que tablette. alors, c'est Cinémur. Et Pod, on m'a dit que tu avais fait une petite expérimentation la semaine dernière. Ouais, j'ai donné un petit peu de ma personne cette semaine puisque j'ai testé Tinder. Tinder, qu'est-ce que c'est? C'est le Grindr des hétéros, donc c'est-à-dire qu'il s'agit d'une application de rencontre plutôt orientée plan fesse pour dire les choses poliment que véritable rencontre. Donc pour les besoins de l'émission, je me suis mis en recherche. J'ai vu ça dans le sentier. Ouais, en mode full open. Donc, c'est-à-dire avec les critères bisexuels, tout âge et dans un rayon de 100 km. Ça marche alors Alors, comme d'habitude sur les dispositifs de rencontre, il vaut mieux être gay qu'hétéro. Ça, c'est pas une nouveauté. Tinder marche quand même relativement bien. Et quand on compare à des services comme Adopte un mec ou autre, on est quand même dans Ils ont un vrai niveau concept mobile. plus élevé. Alors, d'abord, c'est bien mieux intégré sur mobile, mais surtout, C'est même d'un gratuit, point de vue Tinder rencontre, c'est gratuit, tout à Bon, fait. bah, Il alors, faut savoir que ça utilise les données de votre compte Facebook et Ok. que c'est quelque chose dont je me suis aperçu avec un de tes amis. En fait, ça ne filtre pas vos amis Facebook, c'est-à-dire que vous allez potentiellement tomber sur des gens que vous connaissez. Ah là là. Bon, Il vaut mieux prévenir. nous avons l'intérêt du profil Facebook si c'est pour montrer tout. Bon, bah, moi j'ai mon application, c'est Sonic Dash. C'est un runner, tout ce qu'il y a de classique, sauf que c'est aux couleurs du petit hérisson et c'est tout de suite un peu plus sympa à utiliser. Il y a de la 3D, c'est dynamique, ça marche sur le maximum de téléphones, puis c'est gratuit. Et c'est On le addictif. voit à l'image, c'est vraiment bien foutu. Ça ressemble un peu au jeu qu'on a sur les consoles next-gen presque. Ouais, il n'est pas si facile que ça, je l'ai essayé aussi, et il n'est pas évident à prendre en main, donc bon, il y a un petit peu de challenge quand même. Avant de passer à la fin, je crois qu'on a une petite des résultats sur le trophée Fandroid avec les premiers résultats de la Attends, première parce que étape. là, je reprends mes chiffres, parce que je les ai pas tous en tête. Il n'y a on pas a- vraiment de surprise sauf... Non, il n'y a pas de surprise. Non, il y a pas de surprise. Bon, je vous donne le top 8 parce que ce serait pas sympa de vous Ok, donner. donc premier téléphone. Alors, le numéro 1, c'est le Nexus 5, sans... Ouais, bah oui. Ça te fait plaisir forcément. Il est Edouard à Marquis plus me de dit qu'il a voté 11%. pour. Le beaucoup de deuxième gens va te ici ont plaire voté encore aussi, Loïc. Ouais, le deuxième, c'est pour toi, c'est le HTC One. Ah voilà, ça fait il est plaisir. pas ça, loin, le il est HTC One. vraiment aussi, juste hein. derrière. Vous avez dit qu'il serait dans Ouais. les premiers. Le troisième, c'est pour moi, c'est le G2. Ah, le Il G2. est, Encore il du est LG. un tout petit peu plus loin, mais ça va, il est presque à 10%. On va avoir un Galaxy S4, l'Xperia Z1, ça c'est pour toi, le Note Non, le 3, Z1, le Z, please. le Moto G. Le Moto G, c'est intéressant, il vient tout juste de sortir. Et Attends, là, il y a le est- Z1 et le Z dans le top 8. Ouais, le 5e et le 7e, et on a le 8e, c'est le Moto G. Donc quand même, pour un téléphone Moto qui a été annoncé il y a quelques semaines, c'est plutôt intéressant. Son rapport qualité. Après, on va avoir quelques marques chinoises du type Qui sont pas dans le top 8. Xiaomi, ouais, tout à fait, qui vont arriver, mais aussi du Huawei. Il y Donc, a le SNP6, je crois, et le Xiaomi Mi Phone, mais le qui Mi sont pas Phone dans, 3, ils sont voilà. juste après le top Ils 8. sont juste après. Alors, pour résumer, dans ce top ça se- 8, on a des téléphones de la seconde génération de 2013, du second semestre, Tout à fait. c'est-à-dire c'est le cas du G2, Z1, du G2, etc., voilà, du Nexus 5. hein. Mais on a aussi des téléphones du premier semestre, avec Bah, le le HTC One il date quand même du il y a printemps. Galaxy donc, S4 le S4, tout et à le fait. Z. Le Z qui date du début d'année et qui ont eu du succès forcément. On dans a eu l'année. combien de votants en total? On est à plus de 20 000, on est à 22 000. Je crois qu'il y avait 22 000 votes et on est à peu près plus de 7 000 votants
au Parce qu'on pouvait c'est voter intéressant. pour On peut plusieurs voter personnes. pour jusqu'à 8. Certaines personnes ont voté généralement pour 4-5 téléphones à peu Ok. près. Et donc la prochaine étape, c'est le quart de finale avec donc les duels et on les a toujours pas. Bah non, dans ces 8, donc on va en éliminer 4 pour aboutir ensuite à l'étape suivante. Bon, ça sera le sujet du prochain Androtech. Voilà, Et on verra le justement, c'est la fin de l'émission. Une émission assez chargée. Je voulais tous vous remercier d'avoir regardé Androtech. Je voulais aussi remercier les gens qui sont sur le plateau, toute l'équipe, toute ma Dream Team, avec Laure, Baptiste, Pod. On a également Edouard à la régie. Cette fois-ci, on avait Luco Rayen, qui reviendra. Et je voulais J'espère. aussi... bah oui, tu reviendras. Et il y avait aussi notre réalisateur, Olivier Rousseau, notre producteur Edouard Marquis avec la chaîne Tech.tv qui va très bientôt lancer. Et puis je voulais aussi vous encourager à partager sur Twitter vos avis avec le hashtag Androtech. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le test, je crois, du Moto G.